Grogne sociale à la mairie, la Confédération syndicale du Burkina estime que le maire a tenu dans les médias des propos qualifiés d'allégations sur la question de la régularisation administrative et professionnelle des ouvriers de la mairie. La Bobo Dioulasso, 31e Assemblée générale des prêtres africains diocésains de la fraternité sacerdotale Burkina-Niger, ouverture ce mardi. Les images dans ce journal. Et puis dans ce journal également, nous vous proposons le portrait du nouvel homme fort du Tchad, le général Mahamat Déby, qui a pris le pouvoir quelques heures seulement après le décès de son père Idriss Déby Itno. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Nommé en Conseil des ministres du mercredi 14 avril dernier, le nouveau directeur du Centre de gestion des cités, Bourema Tchombiano, a été installé dans ses fonctions ce matin. Il aura pour mission de poursuivre la politique de logement et de gestion des cités au Burkina. La cérémonie de son installation par le secrétaire général du ministère en charge de l'urbanisme avec Michael Toukré. Regardez. Après avoir passé 2 mois à la tête du Centre de gestion des cités, CGCI, comme directeur par intérim, Yamdou Sandamba passe le témoin au tout nouveau directeur général. Une transition qu'il aura assurée avec un sentiment d'une mission bien accomplie. La gestion donc des affaires courantes, ça n'a pas été aussi aisé. J'allais dire, moralement, ça n'a pas été aussi simple. Mais bon, avec l'appui des collègues, les uns et des autres de la hiérarchie, et en tout cas, tout s'est bien passé. En tout cas, j'imagine, en tout cas qu'il n'y a pas eu de problème particulier dans la gestion donc, de ces affaires courantes-là. Donc, en tout cas, je remercie l'ensemble de tous les collaborateurs pour m'avoir appuyé dans ce sens et surtout la hiérarchie de m'avoir permis en tout cas de s'appuyer sur elle pour en tout cas mener à bien cette transition qui vient de s'achever. Le nouveau directeur général de la CGCI est donc installé dans ses fonctions par le secrétaire général du ministère en charge de l'urbanisme. Aussitôt installé, Bourema Tchombiano décline sa lettre de mission à la tête de la CGCI qui a entre autres pour mission la construction, l'acquisition d'immeubles ou d'ensembles d'immobilier en vue de la location simple ou de la location-vente. Nous prenons la direction du CGCI à un moment où les attentes des Burkinabés sont encore plus fortes en matière de logement. Ce qui justifie l'engagement du chef de l'État de permettre à chaque Burkinabé de jouir d'un habitat décent. Sous notre direction, le CGCI ne se dérobera pas de sa mission qui est d'offrir aux Burkinabés des logements en qualité, des logements en location-vente à un prix accessible et à une qualité appréciable. Nous nous engageons ici à œuvrer inlassablement à l'atteinte des objectifs des 40 000 logements fixés dans le contrat social que son excellent Roch-Marc Christian Kaboré a pris avec le peuple burkinabé. Bourema Tchombiano, administrateur des entreprises et sociologue, est titulaire d'une licence en marketing et gestion d'entreprise et d'un master en management des projets. Il prend la direction du Centre de gestion des cités, CGCI, à un moment où la crise immobilière est bien réelle au Burkina Faso. La Confédération syndicale burkinabé, en conférence de presse ce matin, il s'est agi, je vous le dis en titre, de dénoncer ce qu'elle qualifie d'allégation, les propos du maire de la commune de Ouagadougou. Sur une radio de la place, l'autorité communale avait en effet réagi sur la question de la régularisation administrative et professionnelle des ouvriers de la mairie centrale, encore appelée occasionnelle. Abdourahmini. Les ouvriers de la mairie centrale sont très remontés contre le maire de la commune de Ouagadougou. Pour ces travailleurs, cette conférence de presse vise à apporter un démenti aux propos tenus par Armand Pierre Bewendi le 18 avril dernier sur une radio de la Plaza. À en croire les conférenciers, le maire dit ne pas reconnaître les travailleurs occasionnels comme des employés de la mairie de Ouagadougou. Ces derniers disent se sentir indignés par ces propos. Tout ce que monsieur le maire de la ville de Ouagadougou a avancé, on ne pouvait pas rester stoïque par rapport à ces arguments qui sont infondés, mensongers et qui n'est pas digne effectivement
d'une autorité de la trempe de M. le maire. Donc ce point de presse nous a permis de présenter les éléments juridiques, tant au plan international qu'au plan national, parce que les éléments juridiques internationaux ont été paraphés par le Burkina Faso et on ne peut pas faire fi de ces éléments juridiques supranationaux. La question des arriérés de salaire s'est également invitée à cette conférence de presse. À en croire les occasionnels de la mairie centrale, depuis la levée le 5 février dernier de leur grève à 3 mois, les 400 ouvriers n'ont toujours pas perçu leur salaire. Ils interpellent par ailleurs le président du Faso pour la régularisation de leur situation. Et le mercredi passé, le maire avait rassuré ses ouvriers qu'il allait prendre toutes les dispositions pour régulariser la situation des arriérés. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, monsieur le maire semble remettre en cause non seulement la qualité de ses ouvriers, et même les arriérés de salaire de 2 mois. Nous avons écrit dans la déclaration liminaire que cette conférence de presse s'adresse exclusivement au président du Faso. Et si rien n'est fait, le peuple en tirera toutes les conséquences qui vont survenir. La Confédération syndicale burkinabé invite également l'ensemble des institutions de la République en charge des questions de médiation, ainsi que la coalition des syndicats libres et indépendants, à s'impliquer pour la résolution de cette crise. Un reportage de Abdourahim Tabsoba qui porte la voix de Sanata Serré. Une action de solidarité Covid-19 à l'endroit des femmes de la Brigade verte de Ouagadougou. Le groupe CFO Motors a remis un lot de 5000 cache-nez à la Direction générale de la salubrité, de quoi donc aider ces femmes assez exposées à se protéger du virus et de toutes ces maladies qui peuvent les attaquer donc dans le cadre du travail. Michael Toukri. C'est un lot de cache-nez estimé à 5000 unités remis ce mardi à la Direction générale de la salubrité publique. Un geste de la Direction générale du groupe CFAO Moteur à l'endroit des femmes de la Brigade verte de Ouagadougou. Pour les responsables du groupe CFAO, ce geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Je crois qu'il appartient à chaque entreprise de s'engager pour accompagner l'action gouvernementale. On a bien voulu dans nos actions citoyennes, apporter notre contribution aussi également à la société. Et on a pensé à ces braves femmes que tous les matins, vous les voyez aux abords des routes en train d'assainir nos rues. Donc c'est ça qui nous a interpellés, nous aujourd'hui, dans cet engagement. Un geste qui n'a pas laissé indifférent la Direction générale de la salubrité publique. Pour le représentant du maire de la ville de Ouagadougou, ces cache-nez permettront de plus renforcer les mesures barrières dans la riposte contre le Covid-19, puisque ces femmes de la brigade verte de Ouagadougou ont en charge l'assainissement des voies publiques, donc vulnérables à la poussière. J'avoue que nous sommes très contents. Choisir ou désigner la Brigade verte comme structure associative pour remettre les cache-nez. Pourtant, il y a autant d'associations à travers notre ville. Nous, au niveau de la commune, nous ne pouvons qu'être vraiment heureux pour ce geste noble d'une société, une société citoyenne qui a vraiment voulu penser, qui a voulu vraiment mettre à la disposition de ces braves femmes-là des cache-nez pour leur santé. Les femmes de la brigade verte de la ville de Ouagadougou sont estimées à 3000. À leur tour, ces derniers ont remercié le groupe CFAO Moteur pour ce don de cache-nez. Il avait promis un forage aux populations du quartier 600 de Ouagadougou et c'est désormais chose faite depuis dimanche dernier. Le président du CDP, chef de file de l'opposition politique, a en effet inauguré donc ce forage moderne équipé de plaques solaires d'une capacité de 15 mètres cubes, un ouf de soulagement pour les populations en question, pour qui la corvée d'eau est désormais un mauvais souvenir. Michael Toukri. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Kombouego, fait œuvre utile et soulage la population du quartier Sissin suite à une doléance de son chef. Sensible à cette préoccupation des populations, Edi Kombouego offre un forage d'une capacité de 15 mètres cubes. Nous avons fait le forage, nous avons obtenu 15 mètres cubes d'eau. Nous avons fait un château de 5 mètres cubes, mais je pense qu'on peut faire un château de 20 à 40 mètres cubes d'eau, étant donné le débit que nous avons obtenu.
Et si on arrive à le faire, je pense qu'on peut approvisionner des milliers de populations dans cette zone-là et à leur bonheur. Nous arrivons dans une période où vraiment l'eau se fait rare. Et quand vous voyez le matin et le soir, comment les femmes s'allient ici et les hommes s'allient pour s'approvisionner en eau, ça fait plaisir d'avoir été utile. Nous prions Dieu Tout-Puissant pour qu'il leur donne force et courage et qu'il unisse davantage les filles et les fils de Sissin afin qu'ils puissent faire de ce joyau un outil utile pour leur vie. En cette période de canicule, certains quartiers de la ville de Ouagadougou restent plusieurs heures sans eau. Et le quartier Sissin ne semble pas être épargné par ce coupure d'eau. Ce dont le président Edi Komboigo, visiblement très attendu par les populations du quartier Sissin, est un ouf de soulagement. Et le Sissin n'a pas manqué de remercier le bienfaiteur du jour pour la réalisation de ce forage. C'est la joie dans nos cœurs, car le président Edi a offert de l'eau potable à ses oncles. Il y a longtemps de cela que nous avons reçu ce don. On attendait son inauguration, Dieu faisant juste ses œuvres. C'est en cette période du Ramadan qu'il est venu inaugurer ce forage. Nous saisissons l'occasion pour lui dire merci et que Dieu bénisse le Burkina Faso, ramène tous ceux qui ont fait le déplacement sains et saufs dans leurs familles respectives. À cette cérémonie d'inauguration du forage, c'était aussi l'occasion pour le président Edi Komboigo de présider la première édition de la Coupe de pétanque du quartier Sissin. À travers cette activité sportive, il est question de faire la promotion de la cohésion sociale au sein des populations. Et pendant ce temps, des plaintes de manque d'électricité dans le secteur 14 de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Des populations de la section 568 attendent depuis plus d'une décennie des installations de la Sonabel. Trop longtemps restées donc dans le noir, elles ont décidé de rappeler leurs besoins. Abdourahim Nieni. Nous sommes dans la cour du chef de Rim Kieta, installé ici à moins d'1 kilomètre de la route nationale numéro 2 depuis près d'une décennie. Le chef dit souffrir de l'absence des services de la Sonabel dans son secteur. Depuis quelques années, ses voisins lointains bénéficient de l'électricité, mais sa zone semble être oubliée par la nationale de l'électricité. Il utilise des plaques solaires qui, selon lui, n'arrivent pas à répondre à ses besoins. Il nous a été dit que notre section continue jusqu'à l'autre côté de la route. Pourtant, ceux de l'autre côté ont eu de l'électricité et nous n'avons rien. Nous n'avons pas d'électricité. Il faut que le gouvernement pense à nous. C'est comme s'il nous avait oubliés. Pourtant, il y a longtemps que nous sommes ici. À quelques encablures de la cour du chef, Nadia Zida vit dans la même situation. Pour se faire servir par la Sonabel à titre personnel, cette famille devrait débourser 5 millions de francs CFA. À défaut, c'est l'énergie solaire qui est utilisée, comme dans la plupart des foyers. Ah vraiment, le courant là, c'est une chose vraiment, on a besoin de ça quoi. Parce que actuellement nous utilisons les plaques solaires, mais c'est vrai, on a au moins 10 plaques de 250, mais ça ne comble pas. On est allé, tout récemment on voulait tirer le courant, mais le prix c'est cher. Non. Loti depuis 2001, cette section du secteur 14 de la ville de Ouagadougou est toujours dans l'attente de l'électricité. Pourtant, les sections voisines qui ont bénéficié du lotissement bien après sont électrifiées. Une situation que dénoncent les habitants. Ça a été loti depuis 2001. 2001 jusqu'à aujourd'hui, 20 ans aujourd'hui, 21 ans aujourd'hui, on n'a pas le courant dans notre section là. Et la section 568 est coupée en 2 tranches. L'autre tranche est derrière le goudron et ils ont le courant. Mais nous n'avons pas le courant. Cette section est carrément délaissée. Les plaques coûtent tellement cher et que tu payes. Souvent, chaque fois, il faut changer de batterie. Donc nous vivons comme ça. Ça ne peut même pas électrifier nos cours. Ça ne peut rien faire. Donc, partout, il n'y a pas le courant dans notre secteur. Et nous accusons carrément l'autorité qui nous a abandonnés. D'autres ont pu, sur fonds propres, s'offrir les services de la Sonabel. Malgré ces efforts financiers, leur besoin en électricité est loin d'être comblé. Et moi, j'ai vu un voisin qui a tiré. Et je me suis dit, merci Dieu, parce qu'en principe, si quelqu'un a tiré, normalement, moi, je me dis que j'aurais ça. Le poteau est à ma porte. Donc, je me dis que je n'ai pas de problème. Et je suis allé à Sonabel, qui me dit que ça n'a rien à voir. Le poteau qui est adossé à votre porte là, ce n'est pas votre poteau,
c'est un poteau de Sonabel. Et si vous voulez tirer, vous allez jusqu'au début de la jonction et vous voulez payer les mêmes poteaux et les mêmes fils pour revenir ici. Et j'ai demandé un devis, ça fait quelque chose de 700 000. Plus de 700 000. Et j'ai payé en 2 tranches comme le gars Bilgo l'a dit. Ils sont venus faire l'installation. Souvent, un simple ventilateur ne marche pas correctement. Les coupures sont intempestives. Nos machines, nos téléviseurs sont grillés. Bon, en fait, je pense que c'est compris. Et nous nous confions à Allah maintenant, parce que nous sommes oubliés par l'État. Située à proximité d'une réserve administrative, cette section, plongée dans l'obscurité, est à la merci de toute forme de banditisme, surtout des cas de vol qui sont récurrents. Les habitants disent avoir entrepris des démarches sans succès. La Sonabel, disent-ils, avait pourtant promis électrifier la zone en 2019. 2 ans après, cette promesse est restée sans suite. Et je vous parlais en titre de cette 31e Assemblée générale des prêtres africains diocésains de la Fraternité sacerdotale Burkina-Niger qui s'est ouverte hier mardi dans la ville de Sia. Ce cadre de réflexion regroupe environ 300 prêtres et se penche sur la question d'un renouveau de la communion sacerdotale et du ministère pastoral au service de la paix. Cérémonie d'ouverture avec notre correspondant à Bobo Dioulasso, Joseph Koudougou. Ils sont au total 295 prêtres, 9 évêques à prendre part à cette Assemblée générale des prêtres africains dans l'archidiocèse de Bobo Dioulasso. Une activité à mettre à l'actif de la Fraternité sacerdotale des prêtres diocésains africains du Burkina-Niger, placée sous le thème « Prêtres pour un renouveau de la communion sacerdotale et du ministère pastoral au service de la paix ». Vous savez que la communion, elle est toujours à faire, elle est toujours à bâtir. Comme on leur a dit, le fait d'être ordonné prêtre nous fait tous être, j'allais dire, des disciples de Jésus, des prêtres selon son cœur. Et donc la fraternité qui nous lie, ce n'est pas une affaire optionnelle. Le simple fait que chacun de nous a été appelé par le Christ pour être prêtre, non seulement il doit s'attacher au Christ, mais il doit également accueillir l'autre comme ayant été choisi aussi par le Christ. Et c'est ensemble que nous devons réellement être enracinés dans le Christ et travailler à consolider la communion et la fraternité entre nous. C'est même une condition nécessaire pour la fécondité de notre travail. Prévu pour durer 4 jours, cette Assemblée générale aura à son ordre du jour plusieurs questions d'intérêt majeur. Alors comme le thème de l'Assemblée l'indique, prêtre pour un renouveau de la communion sacerdotale et des ministères pastoral au service de la paix. Alors donc, après la cérémonie d'ouverture, nous allons particulièrement travailler sur le thème. Une conférence nous sera donnée sur le thème tout à l'heure par Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori et président de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Et ça, c'est aujourd'hui. Et demain, nous allons travailler particulièrement sur le syllabus et les statuts des prêtres diocésains et africains du Burkina. Voilà donc ce qui nous attend ces 2 jours-là. Ce rassemblement fut également une occasion pour observer un temps de recueillement aux prêtres disparus. Cette Assemblée générale de la Fraternité sacerdotale Burkina-Niger qui se tient à Bobo Dioulasso, faut-il le rappeler, est à sa 31e édition. Dans le reste de l'actualité, nous posons la question de l'impact du décès du président tchadien dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Idriss Déby Itno était en rappel le président en exercice du G5 Sahel et pour le Dr Jacob Yarabachoula, spécialiste des questions liées au terrorisme, ce décès représente une certaine faille dans l'élan du G5 Sahel face au terrorisme. Il évoque également une importance du soutien de la communauté internationale dans le maintien de la stabilité au Tchad notamment. Je vous propose des précisions dans cet élément signé Maxime Jodbambara. Un président atypique caractérisé par son courage et son leadership, voilà ce que pense Dr Jacob Rabatioula du président tchadien Idriss Déby Itno, décédé mardi 20 avril des suites de blessures. Pour l'analyse politique et spécialiste des questions liées au terrorisme, la mort du président en exercice du G5 Sahel aura sans doute
un impact sur la lutte contre le terrorisme au niveau des 3 frontières, Mali, Niger, Burkina Faso. Il est en exercice donc du G5 Sahel. Il a mis les plats ensemble pour que nous puissions avoir un déploiement donc des troupes au niveau de cette zone stratégique. Voilà, on se rappelle que plus de 1000 hommes ont été envoyés par le Tchad récemment, et ça, ce n'est pas rien. Donc, on peut s'attendre également à ce qu'il y ait, en fonction donc de l'évolution de la situation à N'Djamena, qu'on ait envie ou qu'on soit tenté, en tant que président de la transition, de rappeler un certain nombre de personnes ou de ressources pour venir en aide donc à N'Djamena. Voilà, donc tout ça, ça pourrait avoir une conséquence sur justement l'engagement du Tchad sur le front donc de la lutte contre le terrorisme dans le cadre donc du G5 Sahel. Pour ce dernier, le Tchad a plus que jamais besoin du soutien des pays du G5 Sahel et de la communauté internationale pour sa stabilité et pour garantir sa bonne marche vers un retour constitutionnel normal. Pour le spécialiste des questions liées au terrorisme, c'est à ce prix que les pays du G5 Sahel pourront bénéficier de l'expertise des troupes tchadiennes dans la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélienne. On peut imaginer que, comme le Tchad est convaincu de sa présence dans le G5 Sahel, on ne devrait pas négocier cette présence. La balle n'est pas beaucoup dans le camp de N'Djamena, c'est dans le camp donc des autres pays membres du G5 Sahel de faire en sorte que N'Djamena soit rassuré et que l'action solidaire puisse être manifestée au-delà donc des présentations de condoléances. Concrètement, qu'est-ce que le G5 Sahel peut apporter donc à un pays qui traverse donc une telle crise et pour que il n'ait pas envie donc de se contenter donc de ses affaires intérieures seulement au détriment donc des affaires qui concernent donc la région G5 Sahel. Dr Jacob Rabatioula interpelle donc la communauté internationale et le G5 Sahel à ouvrir l'œil et le bon afin d'éviter au Tchad de tomber dans une situation d'exécution extrajudiciaire et permettre à ce pays de traverser cette situation dans la dignité. L'on se rappelle, c'est depuis le 15 février 2021, à l'issue du 7e sommet du G5 Sahel tenu à N'Djamena, que le maréchal Idriss Déby Itno a été désigné par ses pairs pour assurer la présidence du G5 Sahel pour l'année 2021. Et la mort du président Idriss Déby Itno, survenue le 20 avril dernier suite à des blessures donc par balle au front, a ouvert une période d'incertitude. Mais tout de suite, l'arrivée au pouvoir de son fils, le général Mahamat Idriss Déby, 37 ans, semble rétablir un tant soit peu la confiance au portrait du nouvel homme fort de N'Djamena dans cet élément de Fatima Tanikema. Né en 1983, le général Mahamat Idriss Déby Itno est l'un des fils du défunt président Idriss Déby. Il est surnommé Mahamat Kaka pour avoir été élevé par sa grand-mère. Kaka signifie grand-mère dans l'arabe local tchadien. Au moment de la mort de son père, il était à la tête de la garde présidentielle et a participé à plusieurs opérations militaires tout au long de sa carrière. Militaire de carrière comme son père, Mahamat Idriss Déby appartient aussi à la même ethnie, les Agawassa, dont les officiers sont particulièrement nombreux au sommet d'une armée considérée comme l'une des meilleures de la région. Mahamat a grandi en N'Djamena avant d'être envoyé au lycée militaire d'Aix-en-Provence dans le sud de la France. De retour au Tchad, il a poursuivi sa formation au groupement des écoles militaires interarmées de la capitale N'Djamena. Mahamat Déby Itno intègre à sa sortie la garde présidentielle, encore appelée Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État. Au sein de cette direction, il gravit rapidement les échelons. Il est d'abord nommé commandant d'escadron de blindés et d'une unité de garde du corps. Ensuite, il occupe le poste de commandement du groupement numéro 1, chargé de la sécurité du palais présidentiel, avant de prendre le commandement de toute l'institution. En 2009, il participe à la bataille d'Amdam contre son cousin Timan Erdimi. Malgré son manque apparent d'expérience gouvernementale, le nouvel homme fort de N'Djamena a la charge de conduire une transition militaire de 18 mois. Selon le porte-parole de l'armée, cet organe de transition que dirige Déby fils a pour mission d'assurer l'intégrité territoriale et la sécurité du pays. Au Mali, le Premier ministre Mokhtar Ouane a présidé lundi le lancement des travaux du comité d'orientation stratégique créé le 31 mars dernier
pour appuyer la conduite des réformes politiques et institutionnelles prévues par la transition. Le comité est composé de 50 personnalités représentant la classe politique, la société civile et le secteur privé notamment. Cet organe consultatif doit donc appuyer le Premier ministre dans sa réflexion pour l'action dans le cadre des réformes. Reportage avec Bourema Soulou, notre correspondant Mali. Créé le 31 mars dernier, le comité d'orientation stratégique COS a été investi dans ses missions. Le COS a pour mission de définir le périmètre des réformes au regard du contexte et de la durée de la transition. Je pense que l'idée du cadre stratégique, c'est d'associer tous ceux dont l'œuvre, la mission, le concours est nécessaire pour une transition réussie. Et donc dans ça, à un certain moment, vous êtes obligé de limiter. C'est-à-dire que les principales tendances, les principales idées, les principales contributions qui peuvent faire avancer la transition doivent être représentées. Composé de 50 personnalités de tous bords, le comité est également chargé de formuler des recommandations sur la base des réformes identifiées par le dialogue national inclusif ainsi que les journées de concertation nationale. Dans cette perspective, qu'il me soit permis de rappeler 3 points que je trouve essentiels dans la mission qui vous est confiée. Premièrement, définir le périmètre des réformes au regard du contexte et de la durée de la transition. Deuxièmement, formuler les recommandations sur la base des réformes identifiées par le dialogue national inclusif ainsi que les journées de concertation nationale. Troisièmement, promouvoir l'esprit des réformes institutionnelles et politiques. Au dire de Mokhtar Wane, le comité dispose d'un groupe d'appui de 6 experts et d'un pôle d'assistants avec des groupes thématiques. Les groupes thématiques qui composeront le comité d'orientation stratégique vont se pencher sur la réorganisation territoriale et la régionalisation, sur le cadre électoral et sur la réforme constitutionnelle. Chacun de ces groupes va faire l'état des différentes propositions de réforme et les analyser. Il aura également à suggérer au comité les propositions de réforme jugées pertinentes et enfin proposer des stratégies de renforcement du consensus autour des réformes à conduire. Le Premier ministre malien place en ses comités un espoir total pour la réussite de la transition. Une transition de 18 mois, dont 8 mois ont déjà été épuisés. Et puis retour au Burkina, signature de convention au ministère des Sports et des Loisirs lundi dernier avec l'entreprise PNP Sport Consulting dirigée par les anciens internationaux Jonathan Pitropa, Abdoulaziz Nikiema et Madi Panantigri. La structure sera chargée de préparer les sorties des étalons, toutes catégories et disciplines confondues. Les images de la signature avec Assami Touré. C'est désormais la structure PNP Sport Consulting qui a pour mission d'organiser les sorties des étalons du Burkina Faso, quelle qu'en soit la discipline. Elle aura pour tâche de faire le choix des sites d'hébergement, des adversaires pour les matchs amicaux de la section football, de conseils et autres. Une signature qui a pris effet ce lundi 19 avril 2021. Dorénavant, c'est eux qui vont s'occuper d'identifier les lieux où on va héberger l'équipe, là où on va faire nos stages, s'occuper de la question des terrains d'entraînement, des cars pour transporter les joueurs de l'aéroport jusque dans leur lieu d'hébergement. Et c'est une opportunité pour nous de responsabiliser les joueurs qui, en fin de carrière, au regard de leur expérience et de leur vécu dans le domaine professionnel, peuvent apporter beaucoup et à cette résolution, à la résolution de ce problème qui a beaucoup empoisonné la vie des équipes nationales. Et la convention, c'est au niveau de tous les sports. Ce n'est pas seulement le football. C'est-à-dire que dorénavant, lorsque une équipe nationale va aller à l'extérieur et qu'on a besoin de s'assurer des conditions d'hébergement, PNP sera contracté donc pour aller prendre les dispositions pour trouver les meilleurs hôtels, les meilleurs sites d'entraînement, les meilleurs moyens de transport.
PNP est né d'une collaboration entre Pitroapa, Nikiema et Panam Tigri, tous anciens internationaux en vue de venir en aide aux sportifs. Fort de leur expérience, ces 3 Burkinabés ne se limitent pas qu'au rôle de précurseurs. Selon Jonathan Pitroapa, les jeunes pourront se référer à la structure pour des conseils ou d'intermédiaires pour des transferts. PNP, SRL, c'est Sport Consulting, c'est beaucoup plus, si on dit PNP, P c'est Pitroapa, Nikiema et Panintégré, donc c'est des joueurs qui étaient toujours à côté de moi, qui ont voulu quand même à tout moment m'accompagner sur d'autres projets, et je sais que c'est des personnes aussi qui ont envie d'apporter leur expérience, et l'idée est née comme ça de créer un sport consulting pour déjà c'est pour travailler dans le transfert, le placement de joueurs. Nos services c'est le conseil, la formation, parce qu'on pense qu'on peut faire des séminaires sur l'économie du sport pour l'organisation des fédérations ou des clubs. Et il y aura aussi l'image patrimoine des sportifs, parce que nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est pas que des footballeurs, mais on veut travailler beaucoup plus dans le sport. Et on pense pouvoir apporter notre expertise et notre vécu, notre expérience dans tout ce qu'on a pu voir en Europe. Cette activité était menée auparavant par le franco-marocain Sébastien Rank. Selon le ministre des Sports, aucun document formel ne liait Sébastien au ministère. Par conséquent, PNP Sport Consulting est la structure légale habilitée à exercer ce travail à présent. J'ai fouillé, j'ai cherché au niveau du ministère, puis au niveau de la fédération, je n'ai pas vu de contrat qui liait le Burkina Faso à M. Sébastien Rank. Voilà. Et devant ce vide et devant le besoin que moi j'avais de s'assurer que notre équipe nationale va être entourée par des personnes très avisées, à même de faire un travail de pointe. J'ai donc reçu la proposition donc, de PNP, on a échangé, et après discussion, on a convenu donc de signer cet accord. Donc, Sébastien Rank, c'est un épisode qui est terminé. Et dorénavant, en tout cas, ceux qui sont en charge de l'hébergement des étalons, c'est la société PNP. Ce contrat a pour durée d'1 an et les premiers défis de cette nouvelle structure seront l'organisation des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et voilà pour votre 20h ce soir. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. En attendant de nous retrouver demain même heure. Bonsoir.